Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où je reçois monsieur Modeste Boukadia, président du CDRC. Au menu de notre entrevue, la situation en Guinée, la santé de Denis Sassou Nguesso. Nous parlerons également de la mission de monsieur Anatole Kolinema-Kosso en France où il a voulu prendre part aux universités du MEDEF. Enfin, nous chuterons sur la situation économique du Congo-Brazzaville qui devient de plus en plus inquiétante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Comment allez-vous? Je vais bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Pour l'instant, je suis un peu triste pour l'état de santé du pays. Vous allez nous en dire probablement un peu beaucoup mieux et beaucoup plus au cours de cette interview. Alors, je dirais d'ailleurs merci d'être encore des nôtres aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est réciproque parce que à travers vous, c'est le peuple congolais que je vois. Alors, Monsieur Boukadia, coup d'État au Tchad, coup d'État au Mali, coup d'État en Guinée. Est-ce qu'on serait reparti là, à l'époque du pouvoir, au bout du fusil? Vous savez, je m'attriste. Je m'attriste que l'on dise toujours que l'accession au pouvoir en Afrique se fait par des coups d'État. Mais je voudrais vous faire remarquer que ces coups d'État viennent à la suite de ce que l'on a coutume à adopter comme étant la normalité des coups d'État constitutionnels issus des changements successifs des constitutions. C'est ça la cause de ces coups d'État militaires. C'est pour ça que ce qui est advenu dernièrement en Guinée-Conakry n'est guère étonnant dans la mesure où je pensais qu'il avait, vu l'intelligence qu'il avait, qu'il se serait satisfait de ces deux mandats. Mais hélas, il a voulu suivre l'exemple de leur empereur qui a initié en Afrique la modification des constitutions pour rester de manière pérenne au pouvoir. Et voilà, malheureusement, lui, en tant qu'intellectuel, surtout de gauche, qui aurait pu sortir, donner l'exemple, comme les anciens présidents sénégalais qui, arrivés au terme de mandat, sortaient par le haut, par la grande porte. C'est pour ça que je suis attristé en tant que démocrate et républicain, et j'espère que nous n'allons pas revenir à l'époque des coups d'État permanents en Afrique. Parce que ce n'est pas bon ni pour les populations, ni pour les politiques économiques d'investissement. Et donc, on peut parler d'un échec des systèmes politiques en Afrique francophone, puisque c'est beaucoup plus dans cette zone-là. Mais je voudrais vous faire remarquer que, d'ailleurs, je l'ai dit à des journalistes français qui m'ont téléphoné, que je me félicitais du sang-froid que le gouvernement français, cette fois-ci, a observé. Lui qui était d'habitude prompt, envoyer des soldats pour aller défendre un régime dont le peuple n'en voulait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France a compris que le fait de prendre part à vouloir sauver un président que les peuples ne voulaient pas mettait la France dans une situation où les populations locales africaines commençaient à se dire « mais c'est quoi ce pays qui est la France ?» Et d'où donc le sentiment anti-français qui devient de plus en plus important et inquiétant pour la France. Je crois que c'est tout ça qui a permis que la France, pour une fois, en dehors de la condamnation légitime, compréhensible du coup d'État, a réfréné ses envies d'aller sauver un régime que le peuple guinéen ne voulait plus.
Mais peut-être que la France n'a pas réagi simplement parce que, comme le pensent certains observateurs, c'est un France-Africain qui vient faire un coup d'État contre un France-Africain et cela ne peut pas gêner la France, tant que les choses vont mieux pour la France. Vous savez, les esprits chancréens ont toujours un mot à dire. Il faut qu'on trouve toujours une main noire. C'est quand même un ancien légionnaire, celui qui a fait le coup d'État. Monsieur Sassou, quand il avait fait le coup d'État, c'était pas un ancien de la Roumanie? Est-ce qu'on lui en a voulu? Non, c'est plutôt l'ami de Jacques Chirac, c'est pas l'ami de la Roumanie. Non, non, non. Ça, au moins, Jacques Chirac l'a avoué. L'histoire montre que Monsieur Denis Sassou Nguesso a profité du discours de la bole de Monsieur le président François Mitterrand pour se ranger du côté de l'Ouest. Mais il a toujours été un homme de l'Est, du pacte de Varsovie. Et vous verrez bien que la plupart, sinon la grande partie de ces relations, ce sont ceux qui ont tendance à réprimer le peuple. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il a été opportuniste, effectivement, de s'asseoir auprès du président Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Mais et de venir dans les bagages, comme qui dirait, des armées étrangères, ça, ce n'est pas... je ne pense pas que ça soit initié par Denis Sassou Nguesso. Oh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui initient beaucoup de choses. Si les gens voulaient bien cette pratique-là, des gens aussi seraient projetés par des avions en Afrique. Vous savez, c'est la facilité. Et je crois que lorsqu'on mène un combat politique, il faut éviter la facilité. Parce que la facilité amène un pays là où se trouve le Congo. Mais par contre, lorsqu'on fait une analyse approfondie de la géopolitique et du devenir des populations et des peuples, on adopte la voie la plus aisée, la plus libre, celle du monde libre, du monde démocratique, du monde républicain, c'est-à-dire la démocratie. Monsieur Boukadia, dans sa première prise de parole, le colonel, homme fort d'ailleurs de la Guinée actuellement, le colonel Mamadi Doumbouya, justifiait son coup de force par l'instrumentalisation d'abord de la justice qu'il venait de constater, la pauvreté endémique, la politisation à outrance de l'administration publique, la situation sociopolitique précaire en Guinée, bien entendu, mais aussi le dysfonctionnement des institutions de la République. On se rend bien compte qu'on est là dans le même schéma que le Congo. Est-ce que désormais on peut craindre vivre la même situation en Guinée? Il n'est pas interdit de ne pas y penser. Vous savez, j'ai été très clair dans cette situation-là lorsque le Conseil constitutionnel congolais a assassiné la République. J'ai été clair là-dessus que le fait que le Conseil constitutionnel, en mars dernier, lors des élections, n'a pas appliqué l'article 70 de la Constitution, même si je n'ai jamais approuvé cette Constitution, le Conseil constitutionnel mettait à mort la République. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où effectivement, les ingrédients qui ont poussé le colonel à aller jusqu'au bout, à rompre l'esprit régalien d'un militaire, d'un officier supérieur, c'est qu'il a vu que le peuple était en train de souffrir. Et c'est pour ça que je redis, ce qui a conduit à cela, la cause fondamentale première, c'est le mandat de trop du président Chassé. Effectivement, au Congo aussi, je pense que M. Sassou a eu beaucoup de mandats de trop, même si aujourd'hui au Congo, il a, entre guillemets, passez-moi l'expression, gavé les officiers généraux et supérieurs. Rien ne nous garantit que quelqu'un ne serait pas lucide de dire que le peuple est en train de souffrir. Cela est toujours possible. Mais ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est d'éviter un désordre, parce que, fort heureusement d'ailleurs, et c'est ça ce qui est extraordinaire, je ne sais pas s'il y a
eu des victimes dont on ne nous a pas parlé en Guinée, Conakry, mais c'est un coup d'État qui n'a pas été sanglant. Or, au Congo, le pays où on a assisté à beaucoup plus de coups d'État, chaque coup d'État s'effectue par un flot de sang. Des milliers de vies humaines sont sacrifiées. Donc, c'est pour ça que la solution aujourd'hui, c'est celle que j'ai toujours défendue, celle d'avoir un peu de lucidité politique en disant que nous sommes en politique, nous devons régler les problèmes de manière politique. Nous devons régler les problèmes de manière politique. À quoi vous faites allusion? Parce qu'il y a plusieurs options, en fait, en politique. Écoutez, j'ai déjà dit... Élection, dialogue... Non, aujourd'hui, vu l'état du pays, d'ailleurs, dans ce que vous souhaitez qu'on discute aujourd'hui, vous avez mis dans le programme la banqueroute du Congo. Quand un pays est en banqueroute, quand une entreprise, quand une société est en banqueroute, quand elle est en cessation de paiement, on arrête tout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent au Congo. Monsieur Boukadia, probablement que nous y reviendrons, mais parlons d'abord du premier volet. Alors, la similitude, lorsqu'on regarde bien, je disais, la similitude avec tous ces régimes qui sont tombés récemment, c'est-à-dire j'ai cité le Tchad, j'ai cité le Mali et maintenant là, la Guinée, ont quelque chose en commun, c'est la violation des constitutions, ce phénomène de troisième mandat. Vous venez d'ailleurs de le rappeler, mais il y a aussi l'absence de l'alternance politique et démocratique. Mais surtout, ces États qui basculent vers les monarchies. Le Congo n'échappant pas à cette réalité. Comment faire pour stopper ces appétits du pouvoir à vie? Écoutez, je ne sais pas si au Congo, il y a cette tendance monarchique, je ne la vois pas en tout cas. C'est vraiment un secret de polichinelle. Tout le monde le sait qu'on est en train de préparer le fils cadet de Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas, je ne sais pas si M. Sassou a un fils qui logiquement, dans la constitution qu'il lui-même a mise en place, permet de lui succéder. Si d'aventure il y en avait, je dis bien, si d'aventure. Mais en tout cas, le pavé a été jeté dans la mare. Hein, de toute façon, si vous avez suivi Monsieur Anatole Koliné-Makosso à Paris, il a bien dit que Denis Christel Sassou Nguesso avait le droit, comme tous les Congolais, bien sûr, de postuler à la présidence de la République. C'est dit quand même d'un Premier ministre, et je crois que c'est dans cet élan-là. Quel Koliné-Makosso, c'est un Premier ministre? Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, oui, c'est le Premier ministre actuel du Congo-Brazzaville. Vous me l'apprenez. Vous êtes quand même un républicain, vous êtes un politique congolais, vous devez le savoir. Non, je ne vous apprends rien, monsieur Boukadia. Écoutez, quand quelqu'un met dans la poche des subventions qui viennent de la Banque mondiale pour renflouer, pour permettre aux écoles d'être reconstruites, et il prend son argent, cet argent-là qui vient de la Banque mondiale, avec ce qu'il appelle, ce que vous appelez le fils cadet, je suis en droit de me poser des questions si c'est un politique. En fait, vous parlez de qui là? De Denis Christel Sassou Nguesso ou d'Anatole Koliné-Makosso? Je parle des deux. Les deux. Et celui qui a pris l'argent de la Banque mondiale qui a mis dans ses poches? Les deux. Moi, j'ai été clair là-dessus. J'étais clair que M. Denis Christel Sassou Nguesso, de par la constitution de son père, il ne peut pas briguer la présidence de la République. Par rapport à cet article-là, d'ailleurs, lorsque j'ai évoqué ça chez vous, la République démocratique du Congo, d'où il est issu par sa mère, a pris une loi pour dire que pour être candidat président de la République démocratique du Congo, il faut être né de père et de mère de la République démocratique du Congo. Ce que son père, dans notre constitution, en fait, dans sa constitution,
à graver dans le marbre. Sauf si, bien entendu, le PCT passe outre. À ce moment-là, nous serons dans une situation très difficile. Même si M. Michel Ngakala dit par ici, par là, lorsque il était à Paris, qu'ils ont les armes et les hommes. Ça ne fait peur à personne. Parce que si lui, il dit qu'il a les armes et les hommes, rien ne dit que les autres n'ont pas les armes et les hommes aussi. Mais revenons d'abord sur, probablement qu'on va en parler tout à l'heure. Monsieur Perrin, laissez-moi vous dire, ce sont ceux qui n'ont pas de culture qui inventent qu'ils ont de la culture. Quand quelqu'un dit qu'il a les armes et les hommes, c'est une façon de faire une fuite en avant pour faire peur. Celui qui a une capacité ne peut pas le dire. C'est pour faire peur à l'opposition congolaise, c'est cela? C'est pour ça que je dis, il est de bon temps de raison garder. Nous sommes en politique. Le Congo appartient aux ressortissants du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il n'a pas été dit le 28 novembre 1958 que le Congo appartenait au clan Sassou. Non. Le 28 novembre 1958, il a été dit que le Congo appartenait à tous les Congolais, du nord au sud, du centre à l'ouest. Donc, cette manière de fonctionner n'est pas conforme à la République. Et je redis de manière sereine, il n'est pas bon de dire politiquement qu'ils ont les hommes et les armes. Ça veut dire... C'est une façon de vous mettre la puce à l'oreille, non? De ce qui se prépare. Ou peut-être de nous permettre aussi, nous aussi, qu'on se prépare. Mais ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix. La vôtre, c'est quoi? En tout cas, ce n'est plus ma voix. Tu sais, dans ma langue, on dit Gerimamba Chototomanga Pele. Ce n'est pas ma voix. Une petite traduction en français pour nos téléspectateurs. Là, jadis, il y avait une rivière, il y a toujours de l'humidité. Donc, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien de dire au peuple congolais, nous avons les armes et les hommes. Ça, c'est pas politique. C'est pas politique. Alors, Monsieur Boukadia, parlons de la santé de Denis Sassou Nguesso. Nous apprenions d'ailleurs à travers l'article pondu par Africa Intelligence, dans sa parution le début du mois de septembre 2021, que Denis Sassou Nguesso serait en Suisse pour subir une batterie d'examens médicaux. Chose curieuse, c'est que il y a un mois, ici même, sur ce plateau, vous nous révéliez évidemment que la santé de Denis Sassou Nguesso n'était pas du tout bonne. Bon, c'est vrai que vous ne nous avez pas donné beaucoup plus de détails, mais on se rend compte que votre information se confirme. À quoi peut-on s'attendre si jamais, ce que tout le monde ne souhaiterait peut-être pas, mais s'il venait, s'il arrivait à être empêché définitivement? Moi, je souhaite qu'il guérisse. Je fais des vœux pour qu'il guérisse. Non, c'est un souhait, mais moi je pose la question de savoir quand viendrait-il? Je souhaite. Parce que nous savons également que le Congo, et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y a ce que tout le monde sait d'ailleurs, c'est le régime Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la Constitution, n'a jamais respecté les règles, n'a jamais rien respecté en termes de lois et règlements de la République. Alors là, nous sommes face à une situation qui peut surprendre tout le monde. J'ai bien dit que personne ne souhaiterait sa mort ou, disons, son décès, mais rien n'est exclu. Cela peut arriver. Je dis ceci et j'insiste. Est-ce que l'opposition a-t-elle prévu ce scénario dans sa stratégie? Je souhaite qu'il se rétablisse vite, puisqu'il est dans des très bons hôpitaux. Bien qu'au Congo, beaucoup de Congolais meurent parce que, au bout de 40 ans qu'il a été aux affaires, il a été incapable de mettre en place des structures de santé. Pourquoi je souhaite qu'il se rétablisse?
savez, M. Sassou, c'est le père du pacte qui a pris en otage les compatriotes de la partie du nord du Congo par la réconciliation interne-nordiste. Un pacte qui a favorisé l'assassinat du président Marien Ngouabi, du président Alphonse Massamba Deba et du cardinal Émile Biérinda. Nous savons très bien qu'il n'y a que celui qui signe un pacte qui est capable de mettre fin à ce pacte-là. Mais si ce que vous êtes en train de supputer ou de faire dire arrivait, ce serait dangereux pour le pays parce que ni celui qui s'agite en Turquie pour aller acheter des armes ne pourra remplacer celui qui a signé le pacte. Ça veut dire que... Oui, Monsieur Boukadia, je crois que le courage politique voudrait que vous citiez quand même les noms. Vous dites celui qui s'acharne à acheter les armes en Turquie. C'est qui? Vous parlez de qui exactement? Je dis ceci, que je l'avais déjà dit, qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, à M. Denis Christel Sassou Nguesso de parcourir le monde pour aller acheter des armes en Turquie. Ça ne sert pas. Parce que, comme je l'avais dit la dernière, si M. Sassou n'arrive pas à se retrouver autour pour parler, il y a une crainte pour le pays. Monsieur Modeste Boukadia, vous me permettrez donc de vous arrêter. Je veux revenir sur la précision. Vous dites ce que vous avez toujours dit. Il ne serait pas, c'est encore là un souhait. Vous êtes en train de nous donner une information, mais apparemment une information un peu tronquée. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus direct, clair et précis? C'est qui celui qui achète des armes en Turquie? Est-il en train d'acheter les armes ou a-t-il l'intention d'aller acheter les armes en Turquie? Vous savez, l'achat commence toujours par une intention. Je conviens avec vous. Donc, on ne va pas chipoter sur l'intention ou quoi que ce soit. Hein? D'ailleurs, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, soyons clairs. Je dis ceci, qu'il est de l'intérêt de l'unité du pays que M. Sassou se soigne bien, pour que nous nous retrouvons autour de la table ronde pour discuter des modalités de la transition politique. Je vous ai posé la question et j'insiste là-dessus. Qu'adviendrait-il si jamais M. Denis Sassou Nguesso était empêché définitivement? L'empêchement définitif, il peut arriver également qu'il prenne congé parce que, bon, la santé ne lui permettant plus d'avancer, il peut prendre congé et laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais je vous ai aussi rappelé que le régime de Brazzaville n'a jamais respecté les règles, n'a jamais respecté la loi, n'a jamais respecté la Constitution, ce qui veut dire que le jour où M. Denis Sassou Nguesso estimera qu'il ne peut plus continuer, ben naturellement, il va confier le pouvoir à quelqu'un, à un de ses proches, surtout qu'il n'est pas démocrate et qu'il ne pense pas comme vous, qui pensez qu'il faut aller s'asseoir quelque part pour discuter, on ne sait de quoi encore. Ce n'est pas la vision de l'autre. Qu'adviendrait-il si jamais M. Denis Sassou Nguesso un matin se dit empêché définitivement et qu'il souhaiterait peut-être remettre le pouvoir, pourquoi pas à son fils, à quelqu'un d'autre? Vous de l'opposition, qu'avez-vous prévu? Quel scénario avez-vous prévu? Je vois que monsieur Perrin est très informé, mais je n'ai pas cette information qu'il va être empêché ou qu'il va transmettre le pouvoir. Monsieur Boukadia, je vous pose cette question en connaissance de cause et vous le savez probablement mieux que moi que ce régime n'a jamais respecté la Constitution, moins encore les lois et règlements de la République. Et certaines indiscrétions nous font savoir que les résultats de la série des examens médicaux subis par monsieur Denis Sassou Nguesso ne sont pas encourageants. Et que d'ici là, on peut être surpris qu'il soit empêché définitivement. Qu'adviendra-t-il? Quel est le scénario prévu par l'opposition congolaise dans pareille circonstance? Est-ce qu'on laissera encore faire un coup d'État dans un coup d'État? Je fais confiance aux médecins helvétiques comme je fais confiance aux kinés français qui peuvent bien l'entretenir. Je dis ceci. Pourquoi on va jouer avec ce jeu de mots, Monsieur Boukadia? Je vous ai posé la question, elle est claire. Qu'avez-vous prévu comme scénario si jamais je redis de monsieur était empêché définitivement? Je redis ceci, que ce serait bien, et il va de l'intérêt du Congo, que monsieur Sassou
continue d'être en bonne santé parce que les hôpitaux helvétiques comme français ou comme en Europe ont la capacité de bien le soigner. Donc, il faut qu'il se soigne bien parce que c'est lui le responsable de la signature du pacte. Parce que s'il est empêché d'une façon ou d'une autre, nous assisterons à l'éclatement du Congo. Et je le dis à maintes reprises, je ne veux pas que les Congolais revivent, pour ceux qui ont un certain âge, et pour la jeune génération, vivent 1959. Voilà ce que je dis de manière claire, et je pense que tous les politiques congolais sont conscients de ça. Y compris si les politiques, oui, si les politiques sont conscients de cela, la population, probablement pas. Il faut qu'elle comprenne. Voilà pourquoi je vous pose des questions. C'est pour ça que je pour vous obtenir réponds de vous des réponses claires et nettes, de sorte que nos téléspectateurs comprennent. C'est pour ça que je vous réponds de manière claire aussi, que nous devons aller pour éviter un tel scénario catastrophe que j'avais déjà dit en 1997. Lorsqu'il avait fait un coup d'État, j'avais dit que le Congo venait de lancer une bombe à retardement. Et elle est là, la bombe à retardement. C'est ça. J'ai dit, déjà, vous m'avez cité qu'il y a des officiers qui ont bombardé une partie de la population et le ciel n'était pas tombé. Avec quelle population, si c'est à lui que vous pensez à qui il peut céder le pouvoir? Avec quelle population il va gouverner? Avec qui? Et parce que celui qui est là gouverne avec quelle population? N'est-ce pas les mêmes Congolais? Apparemment, nous n'avons pas. Je dis ceci. C'est jusqu'à présent. Si vous pouvez être beaucoup plus clair, ce serait mieux. Mais je suis clair, monsieur Perrin. Je suis clair. Je dis ceci. Alors, oui. Au stade d'aujourd'hui, ni monsieur Christel, ni monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, ni monsieur Jean-Dominique Okemba ne peuvent prétendre à assumer la succession de monsieur Sassou Nguesso. Nous arriverons à une catastrophe. Voilà ce que je dis de manière claire. Ce que je dis, c'est que nous devons nous dépasser de ces passions-là, de dire nous devons conserver le pouvoir parce qu'il y a des choses qui se sont produites au Congo, sinon ça nous retournerait. Non. Je dis qu'en politique, et je pense que je parle plutôt aux compatriotes, je ne parle pas à l'étranger. Monsieur Jean-Dominique Okemba est conscient de ce que je dis. Si c'est un homme politique, enfin j'espère, parce que c'est un militaire, hein? C'est un amiral, je crois. Mais je lui demande, s'il veut, il faut qu'il se transforme en homme politique. Et en homme politique, il faut qu'on s'asseye. Il faut que les Congolais s'asseyent. Si on ne s'assoit pas, il est à craindre que le scénario imaginé par M. Théophile Obenga de faire du Congo 3 nations va se réaliser si M. Sassou venait à partir sans pour autant qu'on arrive à s'asseoir. Voilà la réalité qui est là. Et je redis de manière claire, il y a moins de compatriotes du sud du Congo qui ont des maisons dans la partie nord du Congo. Mais la grande partie des compatriotes du nord ont des maisons dans la partie sud du pays. Or, le pays est miné. Comment on va régler cette situation-là? Monsieur Boukadia, lorsque vous appelez à un dialogue, c'est comme si désormais vous avez confiance à ce régime, alors qu'il y a eu tant de dialogues au Congo, mais qui n'ont finalement abouti à rien du tout. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à appeler à un dialogue? Est-ce parce que aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso vous inspire maintenant confiance? Vous savez, je suis un politique, je suis un démocrate et je suis un républicain. Je ne cesse de tendre la main. Si je ne tends plus la main, alors je ne suis plus un politique pour sauvegarder les vies. Moi, mon objectif principal, c'est que aucune victime, qu'elle soit du nord, qu'elle soit du sud, ne succombe pour des questions politiques. Encore que vous parlez aux hommes ou à des personnes ou aux gens qui vous comprennent. Non, mais vous savez, parfois, c'est la peur. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons commencé à parler de la conférence nationale en 1987-1988, Monsieur Jean-Jules Okabando, qui était à l'époque maire nommé, puisqu'on se retrouvait, on était en République populaire du Congo, c'était le parti qui nommait. Il avait dit que la conférence nationale, ce n'était pas la panacée. Nous avons tenu. Et le 31 juillet 1990, le PCT avait convoqué un congrès extraordinaire
où ils avaient modifié leur constitution qui faisait du Congo un pays monolithique pour devenir un pays pluraliste. Vous voyez? Donc, oui, mais de même, résisté. Monsieur Boukadia, en mars 2021, vous avez appelé à la désobéissance civile qui avait été suivie. Mais après, ça donnait quoi? Mais ce n'est pas parce que la désobéissance civile n'a pas donné ne s'est pas poursuivie qu'aucune action n'est en cours. Je redis ceci, en tant que démocrate, mon devoir, c'est de préserver les vies. Et malgré que les gens disent qu'ils ont les armes et les hommes, je continue de dire, c'est pas la voie. La voie, c'est de s'asseoir. Et je tiens à dire à monsieur Michel Ngakala, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit quoi? Vous pouvez nous le répéter? Monsieur Michel Ngakala dit ceci, si les fonctionnaires qui ne sont pas payés ne le sont pas dans les mois à venir, nous arriverons à une situation très critique. Mais nous avons les hommes, nous avons les armes et les hommes. Et maintenant que le pays est en bonne route, nous y sommes déjà là. Voilà. Ça sera difficile de payer maintenant les salaires. La question maintenant est de savoir est-ce que il est prêt à sacrifier les hommes qu'il ne peut pas payer, parce que vous savez, on peut avoir les hommes et les armes, mais il faut les payer pour les motiver. Il va les motiver avec quoi? Et les hommes qu'il veut sacrifier, c'est de sa famille. C'est bien beau d'envoyer les jeunes gens des autres Congolais, mais lui-même. Et puis par ailleurs, je voudrais vous dire, monsieur Ferrand, vous savez comment sont les officiers supérieurs chez nous et les officiers généraux? On les a gavés en milliards. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de défendre un régime pour mourir et perdre ce qu'ils ont gagné? Hier, ils s'étaient engagés pour avoir quelque chose. Maintenant qu'ils ont conquis le pouvoir pour avoir tout ce qu'ils ont, des villas, des maîtresses, beaucoup d'argent dans les mains, et ainsi de suite. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont se dire, bon, nous allons nous battre pour sauvegarder ce que nous avons, pour les laisser par la suite? Non, soyons sérieux. C'est pour ça que je dis, vaut mieux s'asseoir et nous trouverons des solutions. La dernière fois, j'ai dit que j'appelais M. Sassou et M. Isidore Mvouba d'être des politiques. C'est ça la voie. La voie, c'est la politique. Allons vers un compromis historique. C'est ce compromis historique qui va permettre à régler l'ensemble des solutions. J'avais dit ceci, que je ne suis ni un activiste, ni un juriste. Le temps politique est différent du temps des activistes politiques et du temps de la justice. Le politique voit l'avenir du pays, le politique voit le bien-être de la population, le politique voit la tranquillité du pays et de tout le monde. Voilà la solution. C'est à ça que je tends, M. Perrin. Monsieur Boukadia, que dites-vous de ceux qui pensent que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition politique? Vous voyez ce qui se passe au Congo. Il y a une opposition qui est sous cloche, malheureusement. Mais c'est comme en temps de guerre. Personne ne voit qu'il y a une résistance en temps de guerre. Donc, dans une dictature, il y a toujours des gens qui travaillent dans l'ombre. Mais on attend seulement le moment venu pour que ça explose et les gens sont surpris de dire, ah bon, les gens travaillaient quand même. Quelle que soit la dictature, il y a toujours des gens qui travaillent. C'est vrai, il y a ceux qui se font voir, mais il y a d'autres, pour une question de sécurité, qui sont là dans l'ombre, mais qui abattent aussi un grand travail. Monsieur Boukadia, vous avez tout à l'heure appelé que Michel Ngakala s'inquiéterait de ce que le pays finalement est en train d'aller droit au mur. Bientôt là, ils auront difficulté à payer les salaires. Alors, pour tenter de trouver des solutions à cela, M. Anatole Koliné-Makosso, l'actuel Premier ministre congolais, était en mission, je ne sais pas s'il est rentré, en mission à Paris où il a voulu prendre part aux universités du MEDEF. Il s'est trouvé que finalement, il n'a pas été reçu. Vous avez cette information? Vous savez, quand on ne représente rien, on ne vous reçoit pas. Il ne représente personne.
Est-ce qu'on peut parler d'une erreur stratégique ou bien c'est simplement parce que le Congo n'inspire plus confiance aux institutions financières internationales? Vous savez, j'étais dans le monde des affaires. Vous ne discutez qu'avec des gens avec lesquels vous avez des intérêts. Aujourd'hui, M. Colline Makosso représente un pays qui n'a plus d'intérêt parce qu'eux-mêmes, ils ont mis en faillite leur crédibilité. Comment voulez-vous aller discuter avec les bailleurs de fonds, c'est-à-dire vous sollicitez la France pour que la France soit votre intermédiaire pour aller discuter avec le FMI, sachant que le FMI et la Banque mondiale travaillent de la même façon. Et quand vous avez été ministre de l'enseignement au Congo, on vous a alloué un don de la Banque mondiale pour faire le nécessaire pour que les écoles soient restructurées et l'argent disparaît dans vos poches. Et vous venez les solliciter. Mais enfin, faut être sérieux. Faut être sérieux. Donc, quand ils sollicitent l'aide de la France, que peut faire la France? Ils écoutent. Ils écoutent. Mais apparemment, la France aurait accepté d'accompagner le Congo dans ces négociations avec le FMI. Et à en croire, bien entendu, Anatole Colline Makosso. Bien entendu. Que voulez-vous qu'il dise? Et vous voulez qu'il dise, comme il a dit à vos confrères de TV5 Monde, lorsqu'on lui fait constater qu'on est en train de chercher avec l'endettement de 110%, et ainsi de suite, qui dit, ah non, 90. On voit bien que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son job de Premier ministre. Et il est venu en tourisme, en touriste, hein, pendant qu'un pays, donc, semble-t-il, dont il est le Premier ministre, pendant un mois, il n'y a pas de courant, pendant un mois, il n'y a pas d'eau, pendant un mois, il n'y a pas d'essence. Il se vautre dans les hôtels ici, à 4800, à peu près 4300, non 800 euros la nuit. Un Premier ministre agirait comme ça. Un Premier ministre amènerait une délégation qui a fait du lobbying en dépassant 47 millions d'euros pour essayer d'amener les investisseurs au Congo, qui ont refusé. Ils ont pris l'argent et puis on dit, bon, écoutez, vous êtes venus jouer au loto, enfin, vous êtes venus au casino, vous avez misé. Vous dites 47 000 euros ont été dépensés pour le lobbying, c'est cela? 47 millions d'euros. 47 millions d'euros. Pour le lobbying. Ils n'ont pas d'argent. Le peu qu'ils ont, ils viennent le dépenser ici. Donc, ils ont perdu le pantalon, la chemise, la culotte, la veste, tout, la montre. Ils sont repartis de l'eau. Alors que ces 47 millions auraient pu permettre à payer quelques fonctionnaires ou quelques retraités. Et un Premier ministre, c'est tenté qu'il soit Premier ministre, dans un pays en banqueroute comme ça, dépenserait par nuit 4 800 euros. Vous voyez ce que ça fait? Je pense que ça doit faire 2 800 000 francs CFA la nuit. Enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et avec une délégation aussi composée en fait de 9 ministres, c'est bien cela? Ils étaient beaucoup nombreux. Vous savez, on a dit que c'était l'enfant, c'est le prodige qui venait en France. Mais vous avez vu comment on a traité l'enfant prodige. Le prodige, soi-disant, qui voulait ramener des entreprises, de ceci, de cela. Il a eu de la chance qu'il ait un passeport diplomatique, parce qu'il aurait goûté aux menottes des policiers français. Il a eu la chance. Vous parlez de qui? De Denis Christel? Absolument, absolument. Il a échappé aux menottes. Donc, vous voyez que quelqu'un... ils ont oublié que le temps où l'on sortait Jean-François Ndengue à 2 heures du matin est dépassé. Hein. Aujourd'hui, c'est une autre France qui est là. Alors, vous voyez, il veut être président et avant, son père lui donne un passeport diplomatique pour qu'il évite la prison. Parlons sérieusement, je crois que il est mieux que chacun de nous reprenne ses idées, que nous nous asseyons, que nous trouvons des solutions. Nous sommes un peuple responsable. Le Congo est un grand pays qui a beaucoup d'opportunités. Il faut mettre ces opportunités-là en avant. Et la première opportunité, c'est le peuple congolais. Au lieu de le minimiser, de faire venir, de donner le Congo à des étrangers qui rabrouent,
qui méprisent les Congolais. Non, le Congo doit appartenir aux Congolais. Le Congo doit appartenir. Aucun étranger ne doit faire la loi au Congo, jusqu'à faire enfermer des Congolais, jusqu'à déshériter les Congolais de leurs biens. Moi, j'appelle que nous devons revenir nous devons être à la table. Et la communauté internationale, même s'il y a des gens qui disent, oh, cette communauté internationale-là, puisque vous avez parlé qu'il y a eu beaucoup de dialogue au Congo, il y a eu des semblants de dialogue. Il y a eu semblants de dialogue. Moi, la table ronde à laquelle je fais allusion, qui va préparer la conférence internationale, permettra à la communauté internationale de nommer un comité de suivi sur les accords que nous allons prendre. À partir de ce compromis politique, il n'y aura pas d'agression ni d'un côté ni comme de l'autre. Mais nous devons travailler pour le peuple congolais. Le peuple congolais dans son entièreté. J'ai proposé, je suis en train de travailler dessus pour avoir des contrats avec l'Union européenne, avec les États-Unis, sur ce que j'ai appelé l'immigration, c'est-à-dire la désimmigration, ramener des compétences africaines, congolaises, qui sont ici, qu'on maltraite, de rentrer à la maison. Il est temps que nous rentrons tous à la maison, vous compris, monsieur Perrin, parce que j'aimerais discuter avec vous au Congo, et non avec dans un continent, je suis dans un autre continent. Vous êtes très intelligent, vous avez une expertise, cette expertise-là, nous devons la ramener au Congo, comme les médecins, comme même les éboueurs. Même les éboueurs. Savez-vous que la population congolaise ici, à Paris, en France, est l'équivalent de la population des Hauts-de-Seine ou de la région du Mans? Vous voyez ce que ça fait? Merci pour l'information, Monsieur Modeste Boukadia. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous accorde quelques 2 secondes pour conclure. En tout cas, je voudrais dire au peuple congolais que M. Sassou a œuvré. Il nous a amenés là où il devait nous amener. Il est temps aujourd'hui que le peuple congolais prenne son destin en main. C'est pour ça que j'appelle la diaspora multiforme congolaise en France et dans les autres pays d'être les acteurs de ce changement. Nous devons aller vers ce compromis politique qui permettra la mise en place d'un gouvernement de transition politique dans la paix, l'apaisement, la tranquillité, sans chasse aux sorcières. Que nous devons être dans la dynamique politique et non dans la dynamique de confiscation. C'est à cela que j'invite le peuple congolais, j'invite les travailleurs, j'invite la société civile, j'invite les forces vives de la nation, les forces de sécurité, d'être aux côtés du peuple. J'invite les étudiants, vous qui êtes l'avenir du pays, qui devez construire ce pays, à prendre en main votre destin en allant, en exigeant la table ronde, seule issue qui permettra à tous les Congolais de s'asseoir et de trouver dans la quiétude les solutions afin que le passage de témoin entre M. Sassou et la transition politique ne se fasse pas dans du désordre. En tout cas, merci, Monsieur Modeste Boukadia, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, et nous reviendrons toujours vers vous lorsqu'il s'agira de décrypter l'actualité socio-politique et économique du Congo-Brazzaville. Je rappelle que vous êtes président du CDRC, vous intervenez là sur la situation en Guinée, la santé de Denis Sassou Nguesso et sur la mission de Monsieur Anatole Coliné Makosso à Paris. Ensuite, nous avons abordé également la situation économique du Congo-Brazzaville qui devient de plus en plus inquiétante. À vous, chers téléspectateurs, grand merci de nous avoir fait une fois de plus confiance. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TELER TV, mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour nous aider à mieux faire.
Je vous retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.